Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct. On retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est Richard Ferrand, c'est le secrétaire général d'En Marche et député PS du Finistère qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé. C'est le premier zapping politique de la journée et des matinales d'info. Après ça, voilà, dans un instant, pardon. Voilà, conférence de presse hier de François Fillon et déplacement sur le terrain. Il tente de relancer sa campagne. Quelles sont les réactions des élus? Direction les Pays de la Loire, une région que l'ancien Premier ministre a présidée pendant 4 ans. Des témoignages recueillis par TV Vendée. Très clairement, c'est lui qui a travaillé depuis plus de 3 ans à construire un programme. Chacun a pu reconnaître que c'était un vrai programme pour relever notre pays. C'est maintenant sur ce programme qu'on demande aux Français désormais de se prononcer. Je pense qu'il met en danger son parti, parce que imaginons que fin mars, le parquet décide de le mettre en examen. Il n'y aura plus de candidats pratiquement à quelques semaines des élections présidentielles. Donc je pense que c'est un gros risque qu'il a pris. La pression, au vu des sondages aujourd'hui, qu'il n'a pas vraiment convaincu les Français. Toute cette affaire jette le discrédit une fois de plus sur les parlementaires, sur les élus en général. Et moi, sincèrement, ce n'est pas mon candidat, mais j'attendais vraiment qu'il se retire. On part maintenant dans les Hauts-de-France où les 180 containers du centre d'accueil provisoire à Calais quitteront bientôt le site. L'opération a commencé cette semaine. Les modulaires, propriété de la Vie Active, seront rapatriés sur le site de l'association à côté d'Arras et devraient servir pour des missions humanitaires. Un reportage de Caroline Fichten et Adélaïde Bollard pour WEO TV dans le Nord. Depuis le démantèlement de la jungle de Calais, ces conteneurs étaient la trace encore visible du passage de milliers de réfugiés sur le camp de la Lande. Il faudra 4 semaines pour tout déménager. Les premiers conteneurs quitteront le site lundi prochain. Nous sommes aujourd'hui dans une opération qui vient clôturer l'action humanitaire qui a été menée auprès des réfugiés. Et nous avons donc la nécessité de retirer l'intégralité de nos installations sur site. Ce qui veut dire que nous sommes en train aujourd'hui de démonter le matériel et il va être ensuite déplacé pour une zone de stockage provisoire sur le Calaisis avant que d'être rapatrié définitivement ici sur Arras, à côté de notre ESAT, en zone industrielle. L'association La Vie Active à qui appartiennent les conteneurs doit encore finaliser l'achat d'un terrain de 10 000 m² et la construction d'un hangar avant de pouvoir rapatrier les 180 modulaires. Un investissement d'1,5 million à 2 millions d'euros pour ensuite utiliser l'équipement à vocation humanitaire. Nous nous engageons, nous, à mener des actions humanitaires, qu'elles soient au niveau du département du Pas-de-Calais, sauf le Calaisis, puisque là, nous aurons besoin d'une autorisation spécifique de la préfecture, et ensuite toute action au niveau national, voire international. La Vie Active n'a pas davantage dévoilé ses projets. L'idée pour l'association, c'est d'être en capacité de déployer cet outil en temps limité si, je cite, la puissance publique sollicitait son intervention pour des missions humanitaires. L'artisanat reviendrait-il à la mode? Des boulangers surdiplômés, ils ont obtenu un BTS, un master ou même un doctorat. Et pourtant, ils ont décidé de se tourner vers un CAP dans l'artisanat. À Épinal, on constate que les étudiants universitaires sont de plus en plus nombreux à se lancer dans une reconversion professionnelle. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Ils sont chaque année plus nombreux à se lancer dans une reconversion professionnelle. Ils ont tous les âges et viennent de tous les horizons. C'est le cas dans ce cours pratique au CFA Pôle des métiers d'Épinal. Ludovic et Nicolas ont tous les deux fait des études universitaires, l'un en biologie moléculaire et l'autre en informatique, avant de finalement se tourner vers un CAP boulangerie. J'avais plus envie de faire ça, je voulais me rapprocher de quelque chose d'un peu plus manuel, artisanal. Je pense que c'est quelque chose qu'on valorise peu en France, même si c'est une grosse notoriété. Après avoir eu mon BTS, je restais 2 ans à chercher du travail dans le domaine-là. Mais bon, j'étais pas spécialement motivé dans cette branche et je trouvais pas, donc j'ai décidé de changer de voie.
Changer de voie, d'entreprise ou de métier. La reconversion professionnelle n'a pas fait peur à cet apprenti trentenaire. Selon lui, c'est une question de génération. On n'est plus sur une carrière où aujourd'hui on va travailler 30, 40 ans sur le même domaine, avec les mêmes fonctions. Même au sein d'un établissement, on va quand même chercher à évoluer, à faire des choses différentes. Donc je pense que c'est l'évolution de la société en elle-même. C'est donner l'occasion aux gens d'explorer en tout cas de prendre des passerelles. Grâce à leurs études, les 2 stagiaires sont dispensés de l'enseignement général du CAP, contrairement à leurs camarades. Pour autant, ils s'intègrent parfaitement dans la formation. Ils sont humbles, c'est parce qu'ils ont déjà un niveau scolaire, un parcours hors norme, on pourrait dire, par rapport à certains, mais ils sont demandeurs et c'est hyper intéressant pour l'enseignant. Comme Nicolas et Ludovic, 10 autres personnes bénéficient actuellement dans les Vosges de cette formation d'1 an en alternance financée par le Conseil régional. Ils sont 60 dans toute la Lorraine. Ces reconversions dans l'artisanat, après des études supérieures, en DUT, master ou encore BTS, sont de plus en plus demandées. Et alors, généralement, on a 3 fois plus de demandes sur une formation comme celle-là. Donc nous sélectionnons en fonction du projet professionnel. Évidemment, ils n'ont pas de connaissances dans le métier au départ, donc c'est pas là-dessus qu'on les sélectionne. C'est par contre sur un projet professionnel, nous ce qu'on veut connaître, c'est leur motivation à faire ce nouveau métier et surtout qu'est-ce qu'ils veulent en faire de ce CAP. Le profil de ces stagiaires diplômés dans le supérieur intéresse beaucoup la Chambre de métier de l'artisanat. Cette dernière recherche en effet de la main-d'œuvre qualifiée, des repreneurs ou des créateurs d'entreprises. Ça tombe bien car nos 2 apprentis boulangers espèrent bien un jour voler de leurs propres ailes. Direction la Côte d'Azur maintenant, où la sécurité sera donc à son maximum sur le parcours du carnaval de Nice. 36 portiques de sécurité donc seront installés aux 36 entrées du site. 300 000 € supplémentaires sont dévolus à la seule sécurisation de la manifestation. Le dispositif policier est lui aussi établi en conséquence. Et c'est Sophie Jeanroy avec Azur Télé qui nous le décrit. Un périmètre entièrement clos, c'est une sécurité maximale qui attend niçoises et touristes. Barrière de sécurité à toutes les entrées et fouilles de chaque individu. Nous en mettrons 36 portiques de sécurité qui seront filtrés par près de 200 agents accrédités par les services de l'État. Et je recommande à tout un chacun de venir sans sac. Ça garantira encore plus de fluidité. 50 caméras seront entièrement dédiées à scruter le périmètre du carnaval. 65 policiers municipaux vont être mobilisés pour l'ensemble de la manifestation. Les services de l'État participent aussi à sécuriser l'événement. Ils ont mis en œuvre un dispositif innovant qui prend en compte le caractère multidimensionnel de la menace. Ces nouveaux moyens doivent tout de même conserver une part de confidentialité pour des questions de sécurité. C'est un dispositif qui fait l'objet de renforts importants, d'une part, et aussi de recours à des techniques de protection nouvelles et inédites pour ce type de manifestation. Nous avons, avec la ville de Nice, beaucoup travaillé au cours des dernières semaines, des derniers mois, pour parvenir à ce niveau de sécurité. Le roi de l'énergie et ses sujets emprunteront cette année un circuit inédit. Ils formeront un cortège autour de la promenade du Paillon et de la place Masséna. De même pour les corsos de Bataille de Fleurs. Un passage pensé pour ne pas emprunter la promenade des Anglais, sanctuarisée depuis le 14 juillet dernier. Une belle initiative pour finir ce journal, faire entrer l'art dans la maison. C'est l'objectif de l'Artothèque de Gradignan, inaugurée ce soir. Une artothèque entièrement dédiée à la sculpture. Ce sont plus de 60 œuvres de l'artiste Daniel Bigata que le visiteur pourra emprunter. Une initiative novatrice dans la région. Sandrine Mancipose pour TV7 en Gironde. Ces sculptures sont exposées comme dans un musée, mais ici, pas question de se contenter de les regarder, elles sont destinées à être empruntées. Une volonté de l'artiste Bigata qui a fait don de 93 de ses œuvres à la médiathèque de Gradignan pour créer cette artothèque. Il y en a un peu plus d'une trentaine qui sont réservées pour les entreprises, les magasins ou des petites PME, etc., qui sont empruntables sous certaines conditions, qui pèsent un peu plus de 30 kilos ou aux alentours de 30 kilos et qui sont un peu grandes. Et celles qui sont empruntables par les particuliers, celles qui nous intéressent, on en a une soixantaine et elles font moins de 10 kilos. En fait, j'ai terminé
Ma carrière de sculpteur, j'ai été très reconnu dans cette carrière. J'ai mis longtemps pour arriver à en vivre, mais ça fait plus d'une trentaine d'années que j'ai des monuments un peu partout. Maintenant, je ne peux plus sculpter pour des questions physiques simples, donc j'arrête. Et comme cette ville m'a énormément aidée, j'ai été très heureuse de choisir de faire ce don de façon à ce que les sculptures continuent à vivre, soient empruntées par des gens qui ne pouvaient pas se les offrir et qu'elles continuent à travers les sentiments et l'amour qui va passer au travers de vivre et de me faire vivre. Une artiste qui ferait presque partie du patrimoine local. Entre son musée à ciel ouvert dans le parc de Lorenzane et son pèlerin de kayak, il y a entre Bigata et la ville de Gradignan un attachement particulier. Daniel Bigata et la ville de Gradignan, c'est une longue histoire, un compagnonnage qui dure depuis plus de 20 ans, qui nous a permis de travailler ensemble sur l'espace public de la commune et d'avoir en particulier un certain nombre d'œuvres dans l'espace public immédiatement accessibles au public. Nous poursuivons aujourd'hui ce compagnonnage par la création de l'Artothèque de Gradignan. Une artothèque dédiée à la sculpture unique dans la région. Désormais, les adhérents de la médiathèque de Gradignan pourront emprunter une sculpture de Bigata comme ils empruntent un livre ou un CD, le tout sans frais supplémentaires. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui portera sur François Fillon. Mais tout de suite, les unes de vos journaux ce matin. On commence avec Le Parisien, bien sûr. Stop à la guerre, titre le quotidien Aulnay-sous-Bois. Théo a reçu la visite hier de François Hollande sur son lit d'hôpital. Le jeune homme de 21 ans, agressé par des policiers, lance un appel au calme. Pour Libération Champagne, Fillon, la fuite en avant. On y reviendra, je viens de le dire dans un instant. Dans le débat des éditorialistes, en visite dans l'Aube hier pour relancer une campagne en perdition, le candidat de la droite et du centre a été rattrapé par de nouvelles révélations du canard enchaîné. Il voulait parler d'emploi, pas fictif, et d'économie, titre Libération Champagne. Dans l'Est éclair, Fillon peine à retrouver le fil. Des opposants ont tenté de perturber sa visite en scandant des slogans hostiles hier. Le Télégramme, une campagne embourbée. Et puis pour le Courrier Picard, procès en vue pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président a été renvoyé en correctionnel, ainsi que les Picards Bastien Millot et Jérôme Lavrieux pour financement illégal de sa campagne. Toujours politique mais différent, dans La Voix du Nord, le film que le Front National déteste sans l'avoir vu. Pour Sud-Ouest, c'est la nouvelle vie des seniors. La France vieillit et le financement des retraites et de l'aide aux personnes âgées est devenu un enjeu de la présidentielle. Sud-Ouest donne la parole à des seniors de la région. Dans l'Ardennais, pas de fatalité contre les AVC. Le point sur les techniques utilisées pour traiter les accidents vasculaires cérébraux. Vous savez qu'il s'agit aussi du délai entre le moment où le patient est pris en charge et où il est traité. Dans l'Ardennais, pas de fatalité donc contre les AVC. Un problème de santé publique important. Dans Paris-Normandie, prêt à lâcher votre portable. 3 journées mondiales sans téléphone mobile et Paris-Normandie fait le point. Enfin, une voiture électrique conçue dans la Sarthe. La Bibi, c'est un petit cabriolet, a vu le jour dans les locaux de Beta Epsilon. Cette voiture de loisir a déjà séduit les Caraïbes et regarde à présent vers l'île Maurice et l'Europe du Sud. Une voiture électrique conçue dans le département de la Sarthe. Voilà pour les une de la presse quotidienne régionale ce matin. Nous allons maintenant balayer l'actualité politique. Elle est aussi territoriale ce matin avec un François Fillon qui renouvelle ses excuses aux Français dans une lettre après l'avoir déjà fait lors de sa conférence de presse. Il a choisi un titre de la presse quotidienne régionale. Cette lettre est publiée en exclusivité, comme on dit, dans Ouest France. Ça tombe bien, j'accueille ce matin 3 éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Michel Urvois pour Ouest France. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Sud Radio. Bonjour, merci. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Et Pascal Jalabert, éditorialiste au Dauphiné, Libéré ce matin, un des journaux du groupe EBRA. On démarre avec vous, Michel Urvois, donc une belle exclusivité dans Ouest France aujourd'hui, une lettre de François Fillon. Comment tout d'abord c'est dealé, comment c'est réglé cette exclusivité? Les choses sont assez simples. François Fillon a donné avant-hier une conférence de presse devant 230 journalistes pour avoir un maximum d'audience. Et il a choisi de publier ce message dans Ouest France, tout simplement parce que c'est la plus forte audience de la presse quotidienne française. Donc les choses se passent assez naturellement. Il se trouve qu'on
qu'on se connaît bien parce que c'est un homme des territoires de l'Ouest, de la Sarthe, dont vous parliez tout à l'heure à propos d'automobile, on n'en sort pas. Il a été président de la région d'ailleurs pendant 4 ans. Oui, donc c'est un élu local et quand on est le journal d'une région, forcément on connaît les élus. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce que fait François Fillon avec la même indépendance critique que d'autres. Voilà, la lettre aux Français de François Fillon. Alors c'est un élément c'est une tentative de reconquête. Ça fait partie, c'est une brique effectivement dans sa tentative de reconquête de l'opinion. La lettre en elle-même n'apporte pas de vraie révélation. La révélation, c'est son existence, c'est le signal politique qu'elle donne. Il s'en prend à nouveau au système, ce qu'il a dit dans sa conférence de presse. Il fait acte de transparence à nouveau et il dit les impasses politiques auxquelles conduirait son éviction de la campagne. Au terme d'une campagne médiatique et politique, j'ai choisi de m'adresser directement à vous pour vous dire ma vérité. Voilà, parce que la première étape, c'était d'éviter l'éclatement de sa famille, de verrouiller le parti et ses alliés. Ce qu'il a Dieu me garde de mes ennemis je m'en charge, disait Beaumarchais. Il s'est comporté en chef en disant si c'est pas moi c'est le chaos, en tout cas si c'est pas moi c'est la division dans la famille. On a bien vu comment ça vibrionnait pour déjà essayer de profiter de l'occasion. Cette phase-là, il l'a plutôt réussi. La seconde, elle n'est pas gagnée, loin s'en faut. La seconde, c'est celle de l'opinion, c'est celle du rétablissement de la confiance. Cette lettre, elle cherche à cela. Donc, on voit bien, on a bien vu hier sur le terrain à quel point c'est difficile, et on voit bien que les révélations, avec beaucoup de guillemets, puisque ce sont plus des précisions que des révélations sur les indemnités de licenciement que publie le Canard enchaîné, continuent à perturber le message, à brouiller et à compliquer, à gêner la campagne, à compliquer ce retour au projet. Denis Jeanbart, est-ce que les Français peuvent être convaincus? Est-ce que ça va prendre du temps? Il y a un sondage Opinionway Orpi où on voit que Marine Le Pen est à 26, Emmanuel Macron à 23 et que François Fillon est à 20% des voix au premier tour. C'est pas gagné. Je pense qu'il a garrotté l'hémorragie. Vous citez ce sondage, il y a aussi le rolling IFOP Paris Match Sud Radio qui sort tous les soirs, qui montre qu'il a touché peut-être un plancher de 18,5%. Mais naturellement, le rebond, il est lié à ce que vient de dire Michel, c'est-à-dire sa capacité à surmonter toutes les vaguelettes ou toutes les vagues, comme on l'a vu encore ce matin avec le Canard enchaîné, dans les jours et les semaines qui viennent. Par ailleurs, je pense qu'il fait une erreur, il la reprend, il s'en prend au système. Mais au fond, il est le produit du système. D'ailleurs, il y a une caractéristique dans cette campagne. Vous avez 5 candidats qui dénoncent le système, qui sont tous le produit du système. D'ailleurs, ils dénoncent ce système sans préciser ce qu'est ce système. Chacun a une idée du système. Mais moi, je trouve qu'ils prennent un risque considérable. C'est-à-dire que le système, en fait, c'est la démocratie. C'est la démocratie dans laquelle nous avons vécu. On sait bien qu'elle est imparfaite. Mais à force de dénoncer le système, on chauffe les électeurs à blanc et on rend cette élection absolument atypique et, à mon avis, dangereuse dans son issue. Pascal Jalabert, c'est quoi? C'est la transparence qui est en jeu, là? Ce désir de transparence accru de la part des Français, des électeurs? Oui, il y a un désir de transparence qui va même très très loin, puisque maintenant on voit les candidats obligés de dérouler le bulletin de paye de la famille, leur patrimoine. Marisol Touraine l'avait noté en son temps en disant c'est quand même un peu gênant de montrer qu'on a du patrimoine issu d'héritage que nos parents ont construit. On voit Emmanuel Macron obligé de démentir une rumeur sur sa vie privée qui n'est jamais sortie dans le moindre média. Oui, qui n'avait pas dépassé les dîners parisiens. Oui, voilà, qui avait à peine dépassé les Parisiens. Enfin, attention, on est en train de partir vers des excès. Il ne faut pas que la transparence devienne du voyeurisme. Le danger, il est là. Donc là, François Fillon, il n'avait pas le choix. Il était obligé de tout mettre sur la table. Le danger pour lui, c'est que s'il n'a pas tout mis, ça va continuer à sortir. Feuilletonner, comme on dit. Et ça va feuilletonner. Moi, pour revenir, je crois en effet qu'il a repris le socle de droite.
en reprenant les élus, de toute façon, il n'avait pas de plan B. Donc là, c'était pas si difficile que ça, mais encore fallait-il tenir. Il a repris le socle de droite. Maintenant, il a 2 mois pour éviter qu'une partie de l'électorat continue de migrer chez Marine Le Pen, qui monte dans les sondages, et qu'une autre partie trouve un autre candidat qui soit pas trop de gauche et qui lui convienne. Donc, ça serait pas embêtant s'il n'y avait pas une Marine Le Pen aussi forte et un Emmanuel Macron. Vous parlez d'autres candidats. Denis Jeanbart. Oui, par rapport au combat qu'il mène pour essayer de redresser la barre, je pense qu'il se heurte à une difficulté, à quelque chose de nouveau dans la société française. Peut-être, comme il l'a dit, sans doute, tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il a fait est légal. Je ne pense pas qu'il ait violé la loi, en dehors de la question de le travail est-il bien réalisé. Mais il a tout déclaré, il n'a pas dépassé apparemment les plafonds, etc. Simplement, vous avez un phénomène nouveau dans la société française qui est l'exigence d'équité. Et donc, il se heurte à cette difficulté, c'est-à-dire démontrer que tout ça était équitable. Et ça, c'est une tâche extrêmement difficile. En 32 ans de vie politique, je n'ai jamais été mise en cause dans une affaire. J'ai toujours agi dans la stricte légalité et dans la plus parfaite honnêteté. Mais c'est dans Ouest France, Michel Urvoas. Oui. Mais ces arguments rationnels, je suis complètement d'accord avec ce que dit Denis, ces arguments rationnels n'ont aucune prise sur une opinion qui ne supporte pas, sur des personnes qui sont au chômage, qui sont au SMIC. C'est impressionnant, les réactions que l'on peut avoir au téléphone, par Internet, etc. Enfin, nous, journalistes, de gens qui disent ça, qui disent « mais moi, je touche 800 € de retraite ». Vous vous rendez compte de ces sommes? C'est l'accumulation des sommes qui est ravageuse dans l'opinion. Alors, quel est le pari que fait François Fillon? Il se dit, compte tenu de l'état du paysage politique, le prix du ticket d'accès au second tour est moins élevé que les autres fois. Qu'avec 21-22%, on peut y arriver. Et que, par conséquent, j'ai 75 jours pour essayer de regagner les 2-3 points. Mais pour gouverner après. Donc, c'est ce trou de souris. Alors, c'est ce trou de souris qu'il vise. Pour gouverner, c'est une toute autre histoire, parce que, évidemment, on ne sait pas qui sera président de la République demain, mais on ne sait pas non plus avec quelle majorité. Mais dans tous les cas de figure, et c'est ça qui rend inquiétante ou palpitante, selon l'angle sous lequel on se place, cette présidentielle. Donc le projet, bien sûr qu'il faut le projet, bien sûr qu'il faut en débattre, mais je ne suis pas sûr que le projet dont on va débattre et qui serait choisi sera celui qui sera appliqué. Mais ça reflète d'ailleurs cette idée de gagner avec 20%. Qu'on avait déjà vu d'ailleurs avec Jacques Chirac. Le socle de Jacques Chirac, c'était 17%, et son problème, c'était d'arriver à 20%, il y est arrivé 2 fois. Le problème, c'est que la nouveauté de cette présidentielle, c'est qu'à moins de 80 jours de l'élection, vous avez 5 candidats potentiellement vainqueurs. Vous en avez 5. C'est l'éclatement du système traditionnel, pour reprendre le mot système, du bipartisme qui a organisé notre vie politique. Là, on a une société électorale, je dirais, complètement diffractée. Pascal Jalabert, on en a 5, mais il en vise 2 particulièrement. Moi, je ne dirais pas qu'il y a 5 vainqueurs potentiels. Je pense qu'il y en a quand même au moins 2 qui ont un plafond de verre entre le premier et le second tour. Non, mais je parle pour la qualification pour le second tour. Il y a 5 qualifiables, allez, 4,5, parce que Jean-Luc Mélenchon est quand même un peu en difficulté depuis... Enfin, vous savez, mais sait-on jamais. On disait que Trump avait un plafond de verre. Voilà, aussi, voilà. Oui, mais attention, c'est une élection à 2 tours avec un système non une voix. Je sais. Voilà, c'est qu'il faut quand même pondérer tout ça. Moi, je crois que François Fillon, aujourd'hui, en effet, il fait ce pari d'une élection avec 5 candidats entre 12% et 26%. Donc, il tente ça, Chirac l'a réussi. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, les mouvements d'opinion, et on l'a vu lors des primaires, ils sont massifs. Au premier tour, il a fait 44%. Il a écrasé Juppé et Sarkozy. Benoît Hamon, il a plié la primaire au premier tour. Donc, il peut y avoir un mouvement massif que personne ne verra venir. Je pense qu'effectivement, l'électorat est très instable et avec des mouvements complètement erratiques d'un bord à l'autre, inimaginables il y a 5 ans. Et deuxièmement, je pense qu'il n'y aura pas de majorité au sens partisan. Il n'y aura de majorité qu'autour de projets, qu'autour d'idées fortes. C'est peut-être une bonne chose. Et on va dépasser les clivages gauche-droite. C'est ça que Macron a compris avant les autres. C'est qu'il n'y aura pas une majorité de droite, il n'y aura pas une majorité de gauche, il n'y aura pas une majorité du centre. Les extrêmes ne pourront pas, sans alliés, gouverner. Par conséquent, lui, il dit j'essaie de construire des majorités sur des idées fortes, sur quelques mesures. C'est la fin de la Ve République, ça ?
Je ne sais pas, parce que... Le premier gouvernement du général de Gaulle était extrêmement large. Oui, pas forcément. Il allait jusqu'à la SFIO. Tant qu'il y a une présidentielle, ça peut s'accommoder des institutions d'aujourd'hui. C'est pas incompatible, c'est plus compliqué de mettre en œuvre une politique dans ces conditions-là. Alors, François Fillon dit dans Ouest France, et merci Michel Urvois d'être là ce matin, vous êtes éditorialiste à Ouest France, et donc de décrire avec nous et de décrypter cette lettre aux Français de François Fillon, qu'il n'y a que 3 voies, dit-il, 2 impasses, donc il fait allusion à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen, et la mienne. Oui, voie. Bien sûr, donc il prend à partie et à témoin l'électorat en disant, tournons la page de ces affaires, parce que sinon c'est Marine Le Pen, et il explique l'impasse du déclassement, et l'autre impasse qu'il décrit, c'est le vide programmatique d'Emmanuel Macron. La conclusion, la seule solution, c'est moi, la seule alternative, c'est moi ou le chaos. Donc voilà, c'est une tentative de jouer l'opinion contre le système politico-médiatique. On y revient. Les phrases en exergue, les phrases de choc, là, il y a 3 voies, 2 impasses et la mienne. C'est la décision de la rédaction de Ouest France, ou c'est de la prendre dans le corps de la lettre de François Fillon, ou c'est François Fillon qui a demandé, l'équipe de campagne qui a demandé qu'elle soit mise en exergue? Non, c'est Ouest France qui a considéré que ces phrases-là étaient des phrases clés. Important. Denis Jambas? Oui, non, mais je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être faite par mes deux confrères. La question qui est quand même posée aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on va rentrer réellement dans le débat sur les projets, la situation des Français. Un mot quand même... 25e anniversaire des accords de Maastricht hier, personne n'en a parlé. Oui, nous avons fait un fait du jour. Bien pour le Dauphiné. Il y a un débat sur les chiffres du commerce extérieur qui montrent que la France est en train de perdre pied aussi. Est-ce qu'il y a eu un débat sur les 1,1% de croissance comparé à l'environnement européen? Non, 0 débat sur toutes ces questions qui donnent la réalité de la situation du pays. Est-ce qu'il y a un débat ce matin on pouvait pourtant l'anticiper sur l'écotaxe, l'abandon des portiques qui coûte 1 milliard à l'État et qui représente 10 milliards de pertes de revenus pour le pays, qui sont transférés sur les propriétaires de véhicules diesel. Non, pas de débat sur tout ça, qui est quand même le quotidien des Français. Un mot quand même, parce que François Fillon... je trouve, non sans justesse, dit, mais vous globalisez sur 30 ans la somme, ça fait 800 000 euros. Mais en réalité, elle gagnait 3 500 euros par mois. 3 500 euros par mois, c'est plus de 1 000 euros que le salaire moyen d'un Français. Et puis 3 500 euros en 1993, ça équivaut quand même à 5 200 d'aujourd'hui. Donc elle a toujours quand même eu des salaires très très au-dessus de la moyenne nationale. Ce que je voulais dire, c'est que on remet les compteurs à zéro. Et c'est ça qui est intéressant dans cette présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout l'acquis de la primaire de François Fillon semble balayé. François Hollande n'étant pas candidat, il n'y a pas de sortant, donc pas de raison de s'écharper sur le bilan. On a devant nous, en effet, 5 candidats, peut-être qu'à demain on verra, qui arrivent avec un projet. Et on peut avoir cette confrontation potentielle de projets en sachant qu'on ne gagne pas une élection avec un projet en 1024 pages qu'on détaille. C'est-à-dire, on va voir quelle vision donnent ces projets des 5-10 ans à venir. Michel Urvois. Je ne sais pas si tout l'acquis a été gaspillé. Je pense qu'il a perdu 6 points environ. C'est important, c'est considérable, mais il y a un socle qui résiste. Et donc, à partir de ce socle-là, il peut espérer reconquérir les quelques points qui permettent d'accéder au second tour, mais rien n'est gagné. On voit bien que chaque heure qui passe, chaque jour, apporte des éléments qui compliquent ce redémarrage. Donc, Merci Michel Urvois de Ouest France d'être venu commenter cette lettre aux Français de François Fillon sur ce plateau de Territoire d'Info ce matin. Merci Denis Jambas. On vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de notre invité, qui est le secrétaire général d'En Marche, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron. Et merci Pascal Jalabert du Dauphiné. Je signale donc votre papier sur la transparence aujourd'hui dans le Dauphiné libéré. Merci à vous. On passe à la météo, bien sûr, le temps qu'il fait aujourd'hui en France, mais aussi dans les départements français d'outre-mer. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, on passe au zapping, le Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Nous sommes tous derrière François Fillon, avec un seul objectif qui est la victoire. Nous avons un candidat qui est sincère, qui est solide. Et maintenant, je suis là, comme les autres, parce qu'on vient travailler avec notre candidat pour gagner. Il a repris ses esprits et je pense que voilà, une nouvelle campagne commence. Je dirais simplement que François Fillon continue et que je continue à le soutenir. Voilà. C'est une bonne décision qu'il a prise. Voilà. Nous allons mener cette campagne avec François Fillon qui a peut-être aussi marqué des points, mais nous le verrons un peu plus tard, dans sa capacité de résistance à des tempêtes par vent de face, et c'est aussi l'un des critères de sélection pour choisir son président de la République. Face à ces accusateurs, il y avait 200 ou peut-être plus de journalistes, il était là debout, et je pense qu'il a montré qu'il était vraiment le patron, qu'il n'y avait pas de plan B. C'est le plan Bérésina. Et moi je pense que le plan Fillon, c'est le plan finaliste. Roger Carucci, toujours bon militant et affichant un optimisme de façade pour essayer de rassurer les troupes, mais enfin, il dit je n'ai pas de doute sur la victoire, mais moi non plus, je n'ai pas de doute sur la défaite. C'est pas les journalistes qui ont des sons de morale, c'est pas le canard enchaîné qui va bien parler de la campagne électorale maintenant. Non mais quand même. D'accord, projet contre projet. Ça se rebond à un moment où certains l'avaient décidé, ou en tout cas le calendrier est opportun. C'est un complot. Mais c'est pas un complot, mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a... Je vais pas accuser les médias, mais un peu quand même. Il y a... Chouette. Certains ont voulu utiliser le levier judiciaire, celui des affaires, pour discréditer l'opposition, pour faire en sorte que... C'est quoi la théorie du complot, débat, monsieur Ciotti, c'est ça? Il y a manifestement les mêmes acteurs qui sont à la manœuvre. Dans toutes les affaires, il n'y a pas d'intervention du pouvoir politique. Ce temps-là est terminé. Et il ne reviendra jamais. Nicolas Sarkozy sera sans doute jugé dans le cadre de l'affaire Big Malion. Ainsi en a décidé le juge d'instruction. En cause, le vaste système de fausses factures visant à dissimuler le dépassement de ses comptes de campagne en 2012. On va dire que ça tombe encore pendant la campagne présidentielle, mais tout ça, c'est naturellement tout à fait du hasard. Certains pensent que nous sommes des sectes. Le projet ne sera pas de nous immoler par le feu, ni même d'avoir des pratiques déviantes quelquefois. Écoutez, Emmanuel Macron n'est pas un gourou, mais je suis inquiet. Inquiet de quoi? Je comprends pas. Inquiet parce qu'il est haut dans les sondages? Non, je suis inquiet. Pourquoi il ne veut pas dévoiler son programme? Qu'est-ce qu'il cache? La rumeur d'une liaison qu'il entretiendrait avec le patron de Radio France, Mathieu Gallet, il en parle lui-même, c'est surréaliste. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique ce matin de Public Sénat, de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Bonjour, c'est Richard Ferrand. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député PS du Finistère et vous êtes le secrétaire général du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés, Christophe Bordet, le rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Richard Ferrand, est-ce que selon vous, François Fillon peut convaincre les Français? Il a fait une tribune, une lettre aux Français dans Ouest France aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce qu'il peut convaincre les Français à ce stade de la campagne? Vous savez, dans cette affaire, les Français jugeront les faits pour lesquels M. Fillon s'excuse. Et les juges diront... C'est légal, mais pas moral, hein, en gros, Attendez, les juges diront le droit. Pour l'instant, que je sache, les juges ne se sont pas prononcés sur le caractère régulier ou irrégulier des faits pour lesquels M. Fillon a présenté ses excuses. Il dit c'est légal, même si c'est pas moral. Il le dit, mais c'est les juges qui disent le droit en France. Donc il faut laisser les juges faire leur boulot, et les Français, eux, apprécieront l'aspect moral, si je puis dire. Justement, Richard Ferrand, puisqu'on parle des juges, alors autant continuer. Aujourd'hui, François Fillon remet en cause le parquet national financier dans cette affaire. Est-ce qu'il a raison de mettre en cause la justice de cette manière? Vous savez, quand on est candidat à la présidence de la République, on doit normalement se préparer à être le garant de l'indépendance de la magistrature. Alors, commencer par lui taper dessus, parce que elle mène une enquête au sujet de laquelle
M. Fillon a dit qu'il souhaitait lui-même qu'elle avance le plus vite possible pour que, de son point de vue, tous les soupçons soient levés. Il y a là un paradoxe. Puis ensuite, on cogne sur les médias. Les médias, que je sache, n'ont pas inventé les faits, puisque M. Fillon s'est excusé. C'est donc qu'il donne acte aux faits qui ont été soulevés. Donc, si vous voulez... Mais vous en tirez quoi comme conclusion, alors, justement? J'en tire comme conclusion qu'il ne faut jamais s'adonner à la théorie du complot quand on est dans une difficulté. Il s'adonne à la théorie du complot, puisque, Fillon, si vous voulez, ça ne renforce pas votre crédibilité. Ouais. Bon, je crois que maintenant, il a fourni des explications et on va voir si... Ça peut continuer de longtemps. On va voir comme si ça. explications Selon vaut vous, absolution. Ça, c'est notre peuple qui décidera. Est-ce que ça peut continuer encore longtemps? Dès qu'il fait une sortie, il est un petit peu houspillé, on le voit très bien. Vous savez, moi je sais que la campagne d'Emmanuel Macron, elle, va continuer jusqu'au bout. Oui, mais répondez sur François Fillon. Écoutez, moi je ne suis pas dans son équipe, donc... Mais est-ce qu'il peut poursuivre la campagne, selon vous? Vous êtes aussi un observateur, vous êtes élu, mais vous votez comme tout le monde. Est-ce qu'il peut poursuivre cette campagne? En tout cas, il est déterminé à le faire, mais on voit bien que ce qui s'est passé trouble manifestement les déplacements qu'il effectue ici ou là, puisqu'il est interpellé sur ce sujet. Donc, c'est à qui profite finalement cette affaire Pénélope Fillon? Si je regarde les sondages, on en parlait tout à l'heure en préparant cette interview, 21% pour Emmanuel Macron dans le sondage IFOP fiducial qui est sorti hier soir. Devant Fillon, 18,5%, donc Macron devant. Fillon éliminé dès le premier tour, donc ça profite bien à Emmanuel Macron, cette affaire. Oui, enfin, je crois surtout que ça ne profite pas à la démocratie. Je crois que si vous voulez que on sait bien le sentiment de scepticisme qu'ont beaucoup de nos concitoyens sur la probité, le sérieux de son personnel politique, comme on dit. Et il est évident que cette affaire profite, au fond, à celles et ceux qui... se targue de vertu. C'est un peu de la langue de bois que vous nous faites. Ben non, moi je vous le dis comme je le pense. Ensuite, évidemment, que des électrices et des électeurs qui ont été en colère suite à ces révélations, alors même que M. Fillon se présentait toujours sous le visage de l'austérité et de la rigueur, eh bien forcément vont se détourner de lui. Ensuite, à qui ça profite, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que ça ne profite pas à la démocratie, ça ne profite pas, évidemment, à l'intéressé. Michael Zamès. François Fillon demande une campagne sans coup bas. Vous-même, et votre candidat, en tout cas Emmanuel Macron, est obligé de se justifier sur sa vie privée lors d'un meeting à Bobino. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera la prochaine cible, selon vous? D'abord, il ne s'est pas tant justifié qu'amusé. Même sous un trait d'humour, mais ça veut dire quand même justification. En effet, de toutes les rumeurs qui courent, etc. Moi, je crois véritablement qu'il est temps qu'on revienne au fond. Que l'on revienne au fond et que l'on considère qu'une campagne présidentielle, c'est un grand moment démocratique au cours duquel les candidates et les candidats doivent présenter, au fond, ce qu'ils veulent pour le pays, quel cap ils veulent donner. Et si on s'enlise dans ces considérations de rumeurs, de boules puantes, etc., je pense que là encore, on va dégrader le débat. Les boules puantes, il y en a encore. Hein. Vous avez vu dans la presse qui se fait écho d'attaques, encore une fois contre Emmanuel Macron, téléguidé par des sites russes. Bah, ça continue. Oui, ça continue et manifestement le débat politique en France est en train de se dégrader. Donc il est temps que tout le monde se ressaisisse, que d'abord tout le monde garde son sang-froid et que l'on revienne au fond des choses. Alors Richard Ferrand, justement pour éclairer les auditeurs, les téléspectateurs, éclaircir les choses, il est beaucoup question de transparence avec cette affaire Fillon. D'ailleurs, les autres candidats à l'élection présidentielle, on a envie de se dire, est-ce qu'ils doivent déballer leur vie privée, le nombre de comptes qu'ils ont à la banque, etc., comme l'a fait François Fillon cette semaine, ou Nathalie Arthaud hier sur une radio nationale. Est-ce que, oui ou non, dès maintenant, sans attendre le mois de mars et les déclarations officielles de candidature, est-ce qu'ils doivent dire, bon voilà, quel est mon patrimoine devant les Français? Bien écoutez, pour ce qui concerne Emmanuel Macron, il a remis sa déclaration à la haute autorité de la transparence de la vie publique, suite au fait qu'il a quitté le gouvernement, etc. Donc pour ce qui le concerne lui, tout est transparent et en ligne. Richard Ferrand, François Bayrou vient de déclarer chez des confrères qu'il prendrait ses responsabilités, un pas de plus vers une candidature de François Bayrou. Ah, écoutez, M. Bayrou nous a indiqué que c'était le 15 février, je crois, ou mi-février, qu'il prendrait sa décision. Donc nous allons sagement attendre cette date pour savoir ce que signifie prendre ses responsabilités. Je crois que c'est le plus sage. Alors parlons un petit peu peut-être de ce que pourrait proposer Emmanuel Macron. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes ce matin, notamment qui fait exploser le prix de l'écotaxe, plus d'1 milliard d'euros. Par quoi vous la remplaceriez, vous, l'écotaxe? Écoutez, d'abord, je ne la remplacerai pas.
Je crois qu'il faut se souvenir que l'écotaxe qui au départ devait être, je connais bien le sujet étant moi-même finistérien, l'écotaxe au départ devait être une taxe qui portait sur le transport routier pour ramasser de l'argent et permettre le développement de transports alternatifs. Or, ce qui s'est passé, c'est que cette taxe était répercutée sur les chargeurs, c'est-à-dire sur les producteurs. Et ce qui devait être un impôt sur le transport est devenu un impôt sur la production. C'est pourquoi, évidemment, cela avait soulevé autant de rejets de la part notamment des agriculteurs, mais aussi de tous les acteurs agroalimentaires, c'est-à-dire de toutes les activités qui avaient une faible valeur ajoutée. J'ai toujours milité, moi, pour que on installe l'écotaxe, si je puis dire, là où elle était souhaitée et nécessaire. Vous savez, par exemple, beaucoup d'élus alsaciens qui militaient favorablement. Tous les élus de la vallée du Rhône y étaient également favorables. Et puis, les élus de l'Ouest, et notamment de la Bretagne, n'y étaient pas favorables, puisqu'au fond, c'était une taxe sur la production. Au final, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aurais préféré, et c'est ce que j'avais à l'Assemblée nationale plusieurs fois proposé, qu'on puisse installer cette écotaxe, la faire vivre là où elle était nécessaire, plutôt que de l'implanter partout sur le territoire. C'est votre ami Ségolène Royal qui était derrière l'écotaxe quand même. Oui, parce qu'à un moment donné, il y avait un tel rejet que ce n'était plus tenable et la ministre a choisi de suspendre l'écotaxe. Et j'ai moi-même d'ailleurs récemment fait voter à l'Assemblée nationale la suppression des derniers textes qui portaient encore la trace de cette... Mais dites-moi quand même, parce que le rapport de la Cour des comptes, en gros, il dit quoi? Le gouvernement a surestimé les recettes, sous-estimé les dépenses. Bref, dérapage, encore un dérapage. Si demain, c'est votre candidat Macron qui est président de la République, il fait quoi pour que tout ça cesse enfin? Eh bien écoutez, dès la semaine prochaine, il présentera ses propositions en matière budgétaire, en matière économique, en matière fiscale. On peut avoir la primeur de... Bah non, parce que c'est lui qui va vous les présenter. Mais enfin, ce qui est certain... C'est quand la semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est dans quelques jours, donc mercredi ou jeudi. Enfin, je n'ai pas le détail du calendrier à l'esprit, mais c'est dans la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, un point sur la trajectoire, c'est qu'on voit bien que la moyenne européenne aujourd'hui de la dépense publique, c'est un peu moins de 50% du PIB. Nous sommes, nous, à 56%. Ce qui signifie que la dépense publique, aujourd'hui, pèse sur notre capacité de croissance et d'investissement. Et que par conséquent, il faudra progressivement, car il ne s'agit pas de le faire brutalement, ce serait impossible, donc inutile de se serrer la ceinture, de raconter des histoires. Il va falloir tendanciellement aller vers ces 50% et donc vers la réduction de la dépense publique. Mais en le faisant sans casser l'investissement, évidemment, et non pas en le faisant en disant on va virer 500 000 fonctionnaires comme un temps fut M. Fillon dit qu'il faudra serrer la ceinture. Oui, non, il va falloir réduire la dépense publique. Mais si on le fait avec un peu d'intelligence, on peut préserver l'investissement et on peut hiérarchiser les priorités. Pas simplement dire, voilà, je prends un crayon, je mets 500 000 fonctionnaires dehors, ce qui est impraticable, mais ce qui est très démagogique. C'est Richard Ferrand, donc député du Finistère, mais secrétaire général du mouvement d'En Marche d'Emmanuel Macron, qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin. Richard Ferrand, dans l'actualité, l'affaire d'Aulnay-sous-Bois, où un policier a été mis en examen, dont l'un pour viol. Lors de l'arrestation d'un jeune homme, vous connaissez cette affaire. Que compte faire Emmanuel Macron contre les violences policières? Écoutez, d'abord les violences policières, disons-le clairement, surtout dans une période où les forces de l'ordre sont tout de même très sollicitées, les violences policières, c'est pas le lot quotidien. Donc je ne voudrais pas, moi, qu'à partir de quelque chose qui, tel qu'on le connaît, en tout cas, sous réserve des conclusions de l'enquête, est extrêmement choquant, est extrêmement violent. Et je souligne d'ailleurs la dignité de la famille qui, elle, a passé son temps appelée au calme. Il va de soi que les règles... Ainsi que le maire d'Aulnay-sous-Bois. Ainsi que le maire d'Aulnay-sous-Bois, absolument. Donc je crois que tout le monde doit garder son sang-froid, que l'enquête doit être menée jusqu'au bout et que... Le président de la République a rendu visite à ce jeune homme hier. Absolument. Et que toutes les sanctions qui doivent être prises le soient. Mais globalement, je crois qu'il faut à la fois faire confiance aux forces de sécurité dans notre pays. Nous en avons besoin dans cette période tout de même d'incertitude et de risques terroristes. Et il faut évidemment que là encore l'exemplarité soit au rendez-vous et qu'en tout cas les actes qui ont été cités, s'ils sont avérés et confirmés par les enquêteurs, fassent l'objet des sanctions les plus rudes. Oui. Parce que voyez-vous, dans ce domaine comme dans d'autres, c'est un événement qui rejaillit défavorablement sur toute une profession. Et donc il ne faut pas tomber dans ce piège et donc il faut être d'autant plus exigeant pour que personne ne vienne polluer la réputation des uns et des autres. Richard Ferrand, je vous ramène sur le côté plus politique avec vos amis du Parti Socialiste. Jean-Christophe Cambadélis dit qu'Emmanuel Macron ne veut pas se définir et que cela pose un problème. Vous lui répondez quoi ce matin ? Je dis à Jean-Christophe Cambadélis qu'il prenne un peu de temps pour lire
les propositions que nous avons faites sur le travail, sur la santé, sur l'Europe, sur toute une série de domaines, sur l'éducation. Donc ils prennent un peu de temps pour regarder ce que nous mettons sur la table. Quand par exemple nous disons que l'allocation chômage doit pouvoir être ouverte à toutes celles et tous ceux qui un jour, parce qu'ils ont entrepris, se trouvent en situation d'échec, que ce soit des commerçants, que ce soit des professions libérales ou autres. Donc ils regardent un peu les propositions que nous faisons, plutôt que de faire le commentaire de la chronique, de la vie politique. Mais vous savez quand même que vous risquez d'être exclu, vous, Richard Ferrand, du Parti Socialiste, puisque hier, Jean-Christophe Cambadélis a dit « ceux qui fricotent avec Macron vont prendre la porte ». Oui, bah écoutez, vous savez... Même pas peur moi, dans mon Finistère, même pas peur, ça c'est sûr. Mais dans mon Finistère, c'est 80% des militants qui m'ont donné leur confiance pour m'investir, alors qu'ils savent très bien quels sont mes choix et quel est le chemin que je marche. Donc pour moi, c'est l'investiture la plus sacrée. Mais pourquoi vous ne faites pas le choix, justement, une fois pour toutes, entre le Parti Socialiste et En Marche? Oui, je comprends votre question, parce que ça peut paraître ambigu. Mais vous savez... il y a toute une histoire. Moi, ça fait des années que je milite avec mes amis bretons, que ensemble on a porté nos idées, on a défendu nos projets. Et moi, je n'ai pas changé de conviction. Simplement, ce que je dis, c'est que... vous étiez proche d'Emmanuel, maintenant proche de Macron, c'est un nom, me semble-t-il. Non, c'est une constance. Ce sont deux anciens de la banque. C'est pas le grand écart. C'est finalement une constance. Pas du tout. C'est absolument pas le grand écart. Mais ça, je pourrais vous l'expliquer plus longuement. Oui, enfin... Mais c'est pas ça qui vous intéresse le plus. L'ambiguïté. C'est l'ambiguïté. Mais je vais vous répondre. Moi, je suis socialiste depuis longtemps. Je suis toujours dans la même exigence et la même cohérence politique. Je trouve simplement qu'aujourd'hui, c'est le chemin du rassemblement, du dépassement des clivages et de la prise en compte des réalités concrètes qu'offre Emmanuel Macron qui est le bon chemin. Donc mes convictions n'ont pas changé, mais simplement je pense que le Parti socialiste ne fournit plus aujourd'hui de chemin clair pour porter les valeurs qui sont les miennes. Richard Ferrand, il y a peu d'élus, en gros, qui ont rejoint Emmanuel Macron après la primaire. En revanche, on entend beaucoup parler de soutien, souvent certains médiatiques, certains people. Même, est-ce que c'est pas une gêne plutôt qu'une aide pour Emmanuel Macron? Pas Pierre Berger, qui a financé de nombreuses associations, qui a un certain nombre d'artistes aussi. Est-ce que c'est pas une gêne pour Emmanuel Macron d'être rejoint par ces gens-là? Non, vous savez, nous sommes d'abord rejoints par 170 000 adhérents. C'est quand même ça qui compte. D'abord, nous sommes rejoints par des milliers d'élus locaux. C'est ça qui compte, d'abord. Parce que dans tous les territoires, il se passe des événements, plus de 600 par semaine. Donc, à la vérité, cette dynamique s'amplifie. Qu'ensuite, des personnes connues disent Macron, c'est bien, on ne va pas s'en plaindre. Nous ouvrons largement les bras à ceux qui... Vous n'avez pas peur d'une pipolisation de la campagne d'Emmanuel Macron? On lui a beaucoup reproché. C'est vous qui en parlez, c'est pas moi. On lui a reproché une de Paris Match, une people, beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous pose problème? Écoutez, Paris Match ensuite se flatte de faire d'excellentes ventes. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, les journalistes. Alors les people peut-être, mais il n'y a pas eu d'hémorragie côté Parti Socialiste. On pensait que tous les députés socialistes allaient rejoindre Macron, c'est pas le cas du tout. Vous pensiez? Oui. Moi, dans la conférence de presse du 19 janvier, j'ai eu l'occasion de dire que soutenir n'était pas infléchir et que pour les parlementaires, nous rejoindre ne valait pas investiture. Richard Ferrand, député PS du Finistère et secrétaire général du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, d'avoir été invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Merci. Voilà. Nous rejoignent sur ce plateau Denis Jambard, rebonjour Cyril, bonjour Sud Radio, bonjour. Bonjour Denis, bonjour et Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci d'être avec nous, Yves Tréhard. Alors, on passe au débrief de ce qu'a dit Richard Ferrand, qui est le secrétaire général d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Tout d'abord sur cette exclusion possible du Parti socialiste dont parle Jean-Christophe Cambadélis pour les élus qui rejoindraient Emmanuel Macron. Lui, il dit en gros que 80% de ses militants dans le Finistère lui ont donné confiance et que c'est son meilleur gage. Bon, il a raison, il est élu par les électeurs, il n'est pas élu par le Parti socialiste. Surtout que le Parti socialiste... Je veux dire, c'est une menace qui ne fait pas peur aux élus. C'est une menace qui planait depuis le début, puisque Cambadélis avait dit ça. Après, Hamon avait souligné pendant la campagne qu'il n'était pas... C'était pas un Robespierre, il n'était pas coupeur de tête et qu'il ne voulait pas exclure. Bon, là, ils reviennent à ça. Pourquoi? Ils reviennent à ça parce que je pense que ça correspond à une période qui était celle de la semaine dernière, où Hamon s'est senti pousser des ailes. Il revenait dans les sondages. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tous les cas, il sent que
autour de lui, il y a une dynamique autour de Hamon, et que maintenant, il peut peut-être se permettre, effectivement, de clarifier la situation. On verra. Pour ce qui est, moi, des élus socialistes qui soutiennent Emmanuel Macron, je pense qu'ils ont tout intérêt, pour être logiques avec la philosophie d'Emmanuel Macron, à rompre avec le Parti socialiste précisément, puisque Emmanuel Macron, dont on ne connaît pas grand-chose du programme, il faut le dire, eh bien, fait sa popularité aujourd'hui sur sa nouveauté, une nouvelle façon de faire de la politique, de rompre avec le système d'une certaine façon, avec les vieilles pratiques. Et les vieilles pratiques, ça consiste à quoi? Ça consiste à être enraciné dans un parti, à être une figure apparatchique, et puis à s'accrocher comme un mollusque, puisqu'il s'agit du Finistère, au rocher. Denis Jeanbart. Moi, je sais pas de conviction. J'ai écouté Richard Ferrand, là, et son argumentation qui consiste à dire, écoutez, moi, je crois que... J'ai une histoire avec le Parti Socialiste. J'ai une histoire avec le Parti Socialiste, mais je fais le choix d'En Marche parce que je pense qu'il faut rassembler. Ça n'empêche pas que je conserve mon identité. Je ne suis pas sûr que ça soit fondamental aux yeux des gens aujourd'hui et que ça soit un débat important. Simplement, je pense aussi, alors peut-être différemment d'Yves, c'est que Cambadélis resserre un peu les rangs parce que la candidature Hamon, qui a bénéficié d'un effet de souffle tout de suite après sa victoire dans la primaire, comme d'ailleurs en avait profité Fillon, eh ben, elle est en train de retomber sérieusement. Et on avait le sentiment qu'il avait définitivement enterré Jean-Luc Mélenchon, par exemple, sur le flanc gauche. Il y avait 9 points d'écart dans les sondages. Je crois qu'il faut quand même continuer à regarder les sondages. Eh bien, aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Il était à 18, il n'est plus qu'à 14 dans le sondage IFOP Sud Radio Paris Match. Donc, il y a sans doute aussi beaucoup d'interrogations à la tête du Parti socialiste. Et on essaie peut-être de tenir les troupes parce qu'il y a toujours un risque d'éclatement. Alors, Richard Ferrand, à propos de François Fillon, il a dit tout à l'heure, il ne faut jamais s'adonner à la théorie du complot. Yves Tréhard. Oui, c'est facile de le dire quand on n'est pas du côté de l'accusé, si je puis dire, ou du mis en cause. Bien sûr qu'il ne faut pas se... Si vous voulez, la grande difficulté quand vous êtes candidat à la présidence de la République, mais on est dans une situation tellement ubuesque que c'est difficile à comprendre, mais quand vous êtes président de la République, c'est vrai que candidat à la présidence de la République, c'est difficile de s'en prendre précisément aux institutions que vous êtes peut-être appelé dans un avenir proche à diriger. Alors je ne dis pas que le président de la République a la haute main sur la justice, Dieu merci, c'est pas le cas. Mais quand vous êtes président de la République élu, vous respectez les institutions qui font, je dirais, qui fondent le pacte social de votre pays. Et donc de s'en prendre éventuellement à des magistrats, c'est toujours compliqué. C'est la preuve de quoi, ça? Moi, je vois une chose, c'est que on est quand même dans un pays où, d'une certaine façon, ça se dégrade. Le niveau se dégrade, en général. On ne parle pas des sujets qui sont... Alors, rendez-vous compte que depuis, je ne sais pas combien de semaines, là, maintenant, il y a quand même toujours plus de 10% de chômeurs dans notre pays. On a toujours 2 milliards 200 millions de dettes sur nos têtes. Ça va monter puisque les taux d'intérêt sont en train de monter. Un avenir plus incertain. Pardon Yves, mais quand même, il faut dire ça aux téléspectateurs. L'écart entre la France et l'Allemagne, des taux d'intérêt, n'a jamais été aussi important depuis 2012, depuis 5 ans. Épouvantable nouvelle. Parce que si ça continue, la dette que nous portons de 2 milliards 200 millions qu'évoque 2200 milliards qu'évoque Yves, elle va exploser. Oui. Et tous les débats sur la réduction des dépenses publiques, etc., deviendront essentiels. Et donc là, on est dans une période qui est quand même assez grotesque, je dirais, si on tient compte de l'importance, et puis, oui, de l'importance des sujets qui sont devant nous et de l'avenir qu'on doit créer. Au moment où Emmanuel Macron, donc Richard Ferrand, le secrétaire général de son mouvement, a indiqué qu'il allait dévoiler son programme la semaine prochaine, accélérer les choses, il y a aussi beaucoup de rumeurs autour d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a eu raison, au fond, de précéder les choses, d'en parler publiquement, rumeurs sur sa supposée homosexualité. Il a répondu l'autre soir, depuis un théâtre, Bobino, je crois, à Paris, là-dessus. Est-ce qu'il a eu raison, au fond, de précéder ces rumeurs, de
Denis Jambard. Moi, je pense que cette affaire-là ne dépassait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, les dîners parisiens. Et je comprends assez mal qu'ils mettent ça sur la place publique. D'abord, c'est pas le sujet d'élection présidentielle. On s'en fiche. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Moi, j'en sais rien, ça m'intéresse pas. Ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est le contenu du programme d'Emmanuel Macron, comment il répond à ces difficultés que nous venons d'évoquer avec Yves. Il n'y a que ça qui est intéressant. Yves Tréhard. Oui, c'est sûr. Bon, après, il fait ce comme il sent. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a des rumeurs dans les élections présidentielles. Il y en a tout le temps. Et on ne sait jamais comment elles peuvent se débrancher, quelle attitude il faut ceux qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas cette rumeur, la connaissent maintenant. Oui, c'est par ça, exemple, il y a eu la même, enfin c'était sur un tout autre sujet, mais Ali Juppé pendant la primaire, fallait-il ou fallait-il pas La question se pose toujours, ça c'est des questions de cours, je dirais, dans les écoles où on apprend ça, de journalisme notamment. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit vraisemblablement accélérer la présentation d'un programme. Ça s'accélère, visiblement, la semaine prochaine. Qui ne doit peut-être pas un programme, je dirais, de 1000 pages, comme l'avait fait Le Maire et tout ça. 10-20 propositions. Mais il faut 10-20 propositions qui donnent et qui résument la philosophie de ce qu'il veut faire. Je pense que le grand challenge d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a dit « je veux faire différemment des autres ». Et il a répété plusieurs fois, ce qui compte, c'est avoir une philosophie d'avenir. Donc ne pas rentrer dans des détails de sous-secrétaire d'État, comme font trop souvent aujourd'hui les candidats à la présidentielle. Mais je pense qu'il est l'heure pour lui, aujourd'hui, de fixer ses caps. Je le crois parce qu'il y avait un effet répétitif par rapport à Lille dans le discours de Lyon. Le discours de Lyon, et donc il est temps d'arriver aux solutions. Merci Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et Sud Radio. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. Nous sommes tous derrière François Fillon, avec un seul objectif, qui est la victoire. Nous avons un candidat qui est sincère, qui est solide. Et maintenant, je suis là, comme les autres, parce qu'on vient travailler avec notre candidat pour gagner. Il a repris ses esprits et je pense que une nouvelle campagne commence. Je dirais simplement que François Fillon continue et que je continue à le soutenir. Voilà. C'est une bonne décision qu'il a prise. Voilà. Nous allons mener cette campagne avec François Fillon, qui a peut-être aussi marqué des points, et nous le verrons un peu plus tard, dans sa capacité de résistance à des tempêtes par vent de face, et c'est aussi l'un des critères de sélection pour choisir son président de la République. Face à ces accusateurs, il y avait 200 ou peut-être plus de journalistes, il était là debout, et je pense qu'il a montré qu'il était vraiment le patron, qu'il n'y avait pas de plan B. C'est le plan Bérésina. Et moi je pense que le plan Fillon, c'est le plan finaliste. Roger Karoutchi, toujours bon militant et affichant un optimisme de façade pour essayer de rassurer les troupes, mais enfin, il dit je n'ai pas de doute sur la victoire, mais moi non plus, je n'ai pas de doute sur la défaite. C'est pas les journalistes qui ont des leçons de morale, c'est pas le canard enchaîné qui va donner des leçons de morale. On va bien parler de la campagne électorale maintenant. Non mais quand même. D'accord, projet contre projet. Ça sort à un moment où certains l'avaient décidé, ou en tout cas le calendrier est opportun. C'est un complot. Mais c'est pas un complot, mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a... Je vais pas accuser les médias, mais un peu quand même. Il y a... Chouette. Certains ont voulu utiliser le levier judiciaire, celui des affaires, pour discréditer l'opposition, pour faire en sorte Donc que... c'est quoi la théorie du complot, débat, monsieur Ciotti, c'est ça? Il y a manifestement les mêmes acteurs qui sont à la manœuvre. Dans toutes les affaires, il n'y a pas d'intervention du pouvoir politique. Ce temps-là est terminé. Et il ne reviendra jamais. Nicolas Sarkozy sera sans doute jugé dans le cadre de l'affaire Big Malion. Ainsi en a décidé le juge d'instruction. En cause, le vaste système de fausses factures visant à dissimuler le dépassement de ses comptes de campagne en 2012. On va dire que ça tombe encore pendant la campagne présidentielle, mais tout ça, c'est naturellement tout à fait du hasard. Certains pensent que nous sommes des sectes. Le projet ne sera pas de nous immoler par le feu, ni même d'avoir des pratiques déviantes quelquefois. Écoutez, Emmanuel Macron n'est pas un gourou, mais je suis inquiet. Inquiet de quoi? Je comprends pas. Inquiet parce qu'il est haut dans les sondages? Non, ou quoi? je suis inquiet. Pourquoi il ne veut pas dévoiler son programme? Qu'est-ce qu'il cache? La rumeur d'une liaison qu'il entretiendrait avec le patron de Radio France, Mathieu Gallet, il en parle lui-même, c'est surréaliste. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon monogramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi
Voilà, c'était Territoire d'info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée à tous.